Bien, mesdames et messieurs, je vous invite à prendre place, si vous le voulez bien. Alors, il nous manque, j'allais dire l'essentiel, nos lauréats. Venez prendre place, Madame Macciotti. Et Garant Suzet. Très bien. Installez-vous, prenez place. Bien. Eh bien, bonjour à tous. Et j'ai plaisir à ouvrir une nouvelle fois, mais pour la dernière année de présidence du jury, dans cette grande chambre de la Cour de cassation, la cérémonie de remise du prix Jean Carbonnier. C'est un prix qu'il m'a été fait l'honneur d'animer ou de présider le jury après le président Jean-Denis Combrexel, et j'ai pu pendant 3 années mesurer la responsabilité qu'impliquait la fonction de président de ce jury, et je veux dire à mon successeur combien cette expérience traversée elle aussi en partie par la pandémie d'ailleurs, ce qui n'a pas toujours rendu facile nos travaux comme pour beaucoup d'autres, mais combien cette expérience a été enrichissante et passionnante. Et je souhaite donc au futur président un excellent mandat et de belles découvertes dans ses travaux. Nos délibérations, celles du jury, empreintes de courtoisie, parfois ont été vives, un peu disputées, même bon sens du terme, mais toujours, je le crois, animées du meilleur esprit d'écoute, de respect pour les autres membres du jury. Et c'est ainsi que, comme président de chambre de cette cour, je conçois le délibéré auquel on est si attaché dans cette maison de la justice et du droit. Je voulais adresser mes remerciements à chacun des 8 membres du jury qui ont pris une part de leur temps précieux dans cette aventure et qui sont impliqués dans nos délibérations, qui ont apporté à nos travaux leur science, leur discernement, leur personnalité, et qu'ils en soient chaleureusement remerciés. Merci également à l'IERDJ pour son implication sans faille dans la mise en œuvre du prix, pour la réussite de notre mission, pour la disponibilité de tous, et plus particulièrement merci à sa directrice Valérie Sagan, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, et bien sûr à Sarah Albertin, voilà, qui n'est pas loin, si précieuse, efficace, éveillée et à la recherche, et dont l'implication également a été complète, a été totale. Je la remercie vivement aujourd'hui. Je veux enfin rappeler que le prix de thèse Jean Carbonnier n'est pas un prix tout à fait comme les autres, car selon son règlement intérieur, il récompense une recherche rédigée en langue française, publiée ou non, d'un auteur français ou étranger. Il nous est arrivé de récompenser d'ailleurs une thésarde étrangère, qui porte sur le droit ou la justice, quelle que soit la discipline des sciences humaines et sociales concernées. C'est dire que l'esprit du prix, sa singularité, réside dans sa dimension interdisciplinaire. Il récompense des travaux tournés vers l'avenir, dans le souvenir toujours présent de la pensée du doyen Jean Carbonnier. Interdisciplinarité d'abord, que cette récompense veut mettre en évidence. Recherche juridique et judiciaire au premier chef, certes, le prix étant placé sous la protection de l'Institut, du nouvel Institut d'études et de recherche sur le droit et la justice, mais aussi recherche qui se prolonge au-delà des strictes limites du droit et qui permettent de se projeter dans la diversité des sciences humaines et sociales, l'anthropologie, la sociologie, la philosophie, voire les sciences politiques. Constitué d'universitaires, de chercheurs français et étrangers, de représentants des cours faîtières, Conseil constitutionnel, Conseil d'État et Cour de cassation, le jury peut s'autoriser ainsi des rapprochements, des correspondances entre les disciplines autour des travaux des candidats. L'esprit du prix Carbonnier, c'est aussi l'attention portée à des recherches en prise avec le réel et avec l'actualité. La présence dans notre jury d'un historien du droit, le professeur Pister, dont je salue la présence parmi nous, nous a permis, comme le rappelle
une célèbre émission de radio diffusée le samedi matin sur le service public, de comprendre le passé et de chercher des solutions. Enfin, le prix Carbonnier offre l'occasion de se souvenir d'une pensée riche et originale. Et je veux ici saluer la présence de membres toujours fidèles de sa famille, fidèles à cette manifestation. À l'examen des thèses qui nous sont soumises, nous nous obligeons à chaque étape de nos délibérations à nous remettre en mémoire les travaux, les enseignements du doyen. Le droit en mouvement, le droit vivant, l'intérêt pour les actions, le souci de l'effectivité de la règle, le refus d'un positivisme trop étroit, la place de la religion pour cet homme de foi sont rappelés au nom de nos délibérations. Au long de nos délibérations, en effet. Les rapports entre le droit et la vie, la société, la morale, la religion, la reconnaissance ou non d'une place à côté du droit pour le non-droit, la complémentarité des approches n'étaient évidemment pas absents de nos discussions. Je suis donc particulièrement heureux aujourd'hui de distinguer au nom du jury les lauréats de l'année 2022 et de vous les présenter brièvement. Nous avons décidé de récompenser au premier chef une candidate dont les travaux de thèse originaux et très actuels nous ont séduits. Jeune enseignante exerçant des fonctions de maître de conférence à l'Université de Paris II, Panthéon-Assas, diplômée en traduction en interprétariat de langue allemande, sauf erreur. C'est après de brillantes études juridiques à l'Université de Paris V, Descartes et de Paris II, et déjà de nombreuses publications, que Suzel Ramazziotti a écrit une thèse de doctorat en droit privé, obtenue le 15 janvier 2021, avec mention très honorable, félicitations du jury, qui est intitulée, cette thèse, « Laïcité et droit privé », sous la direction des professeurs Yves Lequette et Léna Ganagé. Distinguée parmi près de 90 thèses, celle de Mme Suzel Ramazziotti s'est trouvée placée en compétition en phase avancée de nos échanges, avec, je n'en dis pas davantage, avec de très belles thèses consacrées, à titre d'exemple, à la concentration en procédure civile ou à la pratique du précédent. En droit français, une étude à partir d'avis d'avocats généraux et de rapporteurs publics, thèses qui ont été récompensées par d'autres prix. Mais pour autant, notre jury, qui ne s'est pas interdit, je veux le préciser, par principe de récompenser des thèses qui auraient été primées par ailleurs, a donné sa préférence, toujours subjective, mais aussi au regard de l'esprit du prix Carbonnier, à notre lauréate de ce jour. La thèse de Suzel Ramazziotti nous a en effet semblé réunir l'ensemble des qualités requises pour être couronnée par le prix Jean Carbonnier, thèse de droit privé qui s'aventure sur un territoire qui est en général occupé par le droit public, thèse qui a pour objet l'internormativité, thèse qui interroge la place du religieux dans le droit national, thèse qui étudie enfin les conflits entre le droit de l'État et la norme religieuse. Vous l'avez compris, c'est une recherche qui correspond et qui répond aux exigences rappelées il y a un instant. Le propos de la thèse, qui prend appui sur l'identification de la norme de relevance, dont Suzel Ramazziotti vous parlera plus savamment que moi dans un instant, a pour propos essentiel de démontrer la singularité en droit privé de l'ordre juridique français au regard du principe de laïcité. L'argument est de distinguer laïcité positive et laïcité impérative, la première étudiant la place laissée au contrat, la seconde à l'exclusivité du droit étatique qui fait obstacle, je cite, aux inclusions du droit religieux. Cette thèse d'une évidente actualité interdisciplinaire, écrite remarquablement, plusieurs l'ont souligné, très documentée, en particulier sur l'histoire du droit, sur le système de droit allemand, renouvelle, je le pense, le débat juridique sur la laïcité, débat qui est parfois jugé de façon un peu univoque. Elle nourrit la réflexion des juristes de toutes les branches du droit privé, bien sûr celui de la famille, des groupements, des associations, mais aussi, le président de la Chambre sociale de cette Cour ne peut pas ne pas y être sensible, celui des droits du travail. Des arrêts Babilou à une récente décision sur la liberté d'expression d'un salarié d'une mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale de jeunes ayant tenu sur son compte personnel Facebook des propos excédant son obligation de réserve et de neutralité, la Chambre sociale de la Cour est régulièrement questionnée par le fait religieux. Notre jury a également décerné une mention spéciale à Madame Garance Navarro-Huge, qui est à ma droite, pour sa thèse intitulée « L'idée du droit social de Georges Gurvich, la société comme source de droit ». Nous n'avons pas résisté à la possibilité qui nous est offerte de distinguer un candidat dont le travail a particulièrement éveillé notre curiosité.
C'est le cas de cette thèse d'une toute autre facture que la première, qui met en lumière la pensée d'un auteur oublié, dont je dois vous dire que j'ignorais tout, au parcours personnel et professionnel aussi singulier. Très interdisciplinaire, la thèse propose une réflexion sur les sources du droit, sur la fabrique du droit, voilà une notion qui émerge à nouveau assez souvent, à laquelle nous prêtons une grande attention sous le prisme de la sociologie, de la philosophie du droit. Et le doyen Carbonnier s'était intéressé à cet auteur en y consacrant, comme cela a pu être souligné par l'un de nous, un article cité d'ailleurs dans la thèse. Nous avons été agréablement étonnés par cette recherche, en relevant que l'argument était également moderne et qu'il n'était pas étranger à une réflexion sur les rapports entre le fait et le droit, entre la verticalité et l'horizontalité des relations et des normes, et à cet égard encore, pardon de revenir à la chambre sociale, il ne fait que susciter la curiosité des juges judiciaires, singulièrement des travaillistes, qui sont souvent confrontés aux difficultés d'articulation des normes entre elles. J'ai déjà trop parlé. Madame Suzel Ramazziotti, lauréate du prix pour 2022, à qui j'adresse en mon nom et au nom du jury mes vives félicitations, est évidemment la plus légitime à nous en présenter à présent les principales lignes, et nous réserverons ensuite un court temps d'échange sur ces travaux. Je vous donne la parole, Madame Ramazziotti. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, vous avez choisi d'honorer ma thèse d'une des plus hautes distinctions qu'une thèse de droit puisse espérer dans le monde francophone, et j'en suis fort émue. Recevoir le prix Carbonnier marque en quelque sorte la consécration d'un travail qui, dès ses premiers instants, a été inspiré par l'œuvre du grand doyen. Le premier ouvrage que j'ai lu, crayon à la main, après avoir signé mon contrat doctoral, était l'introduction au droit civil de Jean Carbonnier. J'y recherchais les traces d'une laïcité dans le droit privé. Lui seul, avec la finesse qui le caractérisait, avait dessiné les quelques traits qui ont servi plus tard de canevas à mon travail. Il disait que la religion, dans le Code civil, y était traitée par prétérition, que c'était par le silence du législateur que se remarquait une certaine culture laïque. Le législateur aurait donc laïcisé par le silence, en ne parlant pas de religion, tout en affirmant par ailleurs, dans des grandes déclarations de principe, que la liberté religieuse est un droit fondamental. Carbonnier disait encore que, peut-être, le Code civil pourrait retrouver une certaine jeunesse comme constitution civile de tous les Français, en unifiant les Français de différentes religions dans une même nation. Enfin, Carbonnier évoquait les conflits qui se jouaient au niveau de la conscience des Français croyants, que les injonctions contradictoires entre une prescription religieuse et la loi civile étaient, selon lui, des conflits internormatifs. Mon travail revient très modestement à avoir tissé ensemble ces fils qui se trouvent épars dans l'œuvre tentaculaire de Carbonnier. J'ai donc entrepris de démontrer le contraire de ce que prétendait la doxa dominante, à savoir que la majorité n'est pas qu'un principe de droit public, mais qu'elle se manifeste également dans le droit privé. Mais comment faire ressortir positivement les manifestations de la laïcité ? La principale difficulté a donc été de faire parler les silences décrits par Jean Carbonnier. La solution, je l'ai trouvée grâce à une intuition de mes directeurs de thèse qui m'ont soufflé d'aller voir à l'étranger, voir comment, au Liban, en Allemagne, en Amérique, on y traitait le fait religieux. Les enseignements du droit comparé ont été très éclairants. Là-bas, la religion n'y est pas traitée par le silence. Les magistrats ne semblent pas éprouver les mêmes difficultés que leurs homologues français. Les prescriptions religieuses y sont traitées comme d'authentiques normes. Et si un conflit s'élève entre une prescription religieuse et la loi civile, eh bien, ce conflit sera traité un peu à la manière d'un conflit de loi, en donnant la préférence à la loi la plus légitime. Ne restait plus qu'à trouver un moyen de comparer utilement le traitement français du fait religieux et le traitement étranger. C'est la théorie générale du droit qui m'a aidée, en particulier les travaux de Santi Romano. Santi Romano, ce constitutionnaliste italien, avait une vision assez large du phénomène normatif
et des ordres juridiques en particulier, et n'éprouvait aucun embarras à traiter les communautés religieuses comme des ordres juridiques et à dire que les prescriptions religieuses étaient du droit. Il a inventé une notion au fort potentiel, la relevance. Pour lui, la relevance exprime tous les contacts entre différents ordres juridiques. Tous les ingrédients étaient mis sur la table pour que ma thèse se fasse. L'œuvre de Carbonnier, le droit comparé, les idées de Romano. Je les ai mises ensemble en créant la notion de norme de relevance. La norme de relevance, c'est la norme par laquelle l'État ouvre son propre droit au droit de tout autre ordre juridique, quel qu'il soit, et cela fonctionne très bien pour les religions. La plupart des États ont une norme de relevance qui accueille largement les prescriptions religieuses. Elle ressemble à une règle de conflit de loi et traite les prescriptions religieuses à égalité avec la loi civile. Cela s'explique aisément par le fait qu'ils n'ont pas de laïcité stricte à la française. Au contraire, la France a une norme de relevance étroite qui doit être contractuelle. Il faut que les parties à la relation de droit privé aient convenu contractuellement de faire respecter la prescription religieuse pour que le juge, saisi de l'affaire, accepte de les faire respecter. Prenons l'exemple d'un contrat de bail. Si les parties n'ont pas prévu de clause religieuse dans leur contrat de bail, alors le propriétaire peut installer un digicode à l'entrée de l'immeuble sans que les locataires, par exemple de confession juive, ne puissent se plaindre. Sans clause religieuse, les locataires de confession juive ne peuvent pas exiger la mise en place d'une serrure mécanique pour qu'ils puissent sortir de chez eux sans avoir à actionner le samedi l'électricité. Ce simple exemple est traité très différemment en Amérique du Nord, par exemple, où le juge forcerait les parties à renégocier le contrat. Je ne vais pas vous refaire toute ma thèse, vous êtes déjà bien bon de l'avoir lue. Mais pour ceux de l'audience et qui ne l'auraient pas lu, sachez que ce petit exemple n'en est qu'un parmi des centaines. La laïcité se manifeste donc de cette manière, en quelque sorte de façon supplétive, dans tous les domaines du droit, dans tous les domaines où les droits sont disponibles. Par exemple, le contentieux de l'après-divorce, le baptême, la circoncision, reprend cette idée de laïcité supplétive. Mais au-delà, les juristes français sont surtout habitués à une laïcité conquérante, qui se manifeste de façon impérative. C'est la seconde grande manifestation de la laïcité en droit privé. Aux côtés de la laïcité supplétive, il y a donc des manifestations de laïcité impérative. L'exemple le plus célèbre et le plus ancien est l'infraction du ministre du culte. S'il célèbre des mariages avant que la loi civile n'ait formalisé l'union, il peut être puni. Cette infraction, qui date de 1793 et est toujours en vigueur, est révélatrice des rapports de force entre l'État et les communautés religieuses. On trouve d'autres exemples de laïcité impérative à chaque fois qu'à l'occasion de relations interindividuelles, l'État entend affirmer son pouvoir contre les communautés religieuses. En somme, ce que j'ai essayé de démontrer dans ma thèse, c'est que la laïcité du droit privé est ancienne parce qu'elle plonge ses racines bien avant la loi de séparation de 1905 et qu'elle est en perpétuelle évolution, la dernière loi de 2021 en étant la preuve ultime. Je suis vraiment très heureuse que ce travail vous ait plu et me réjouis des échanges qui vont suivre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Merci infiniment. Je proposerai maintenant un court échange. Nous avons envisagé cet exercice. Si certains des universitaires, membres du jury, souhaitent interpeller notre lauréate avant que nous procédions et que nous écoutions G. Carence Navarro-Huge, et après quoi nous procéderons à la remise officielle du prix avec les interventions plus académiques. Donc je donne la parole peut-être à l'un, monsieur le professeur Pister, vous souhaitez intervenir?
Merci, Monsieur le Président. Vous ne vouliez pas refaire toute votre thèse, je ne vais pas refaire la soutenance de thèse. Je ne vais pas vous reposer des questions, évidemment, mais simplement vous dire tout le plaisir que j'ai eu à lire votre travail. D'abord, c'est un thème très original. On l'a dit, vous l'avez répété, on envisage toujours la laïcité en droit public. Donc, l'intérêt, c'était aussi de l'envisager sous l'angle du droit privé. Donc, le simple choix du sujet était original. L'originalité tient aussi, me semble-t-il, au traitement que vous avez fait du sujet. Ce n'est pas une thèse de droit positif, c'est une thèse interdisciplinaire. Vous partez de la théorie du droit, vous avez parlé de Santi Romano, vous faites du droit comparé, vous faites de la sociologie, vous revenez sur l'histoire du droit, et vous vous en doutez, ça m'a beaucoup plu, d'autant que vous ne faites pas que de l'histoire du droit français, vous faites un exercice qui est très difficile, c'est l'histoire comparée des droits, puisque vous envisagez l'histoire du fait religieux aussi en Allemagne, comparativement à l'histoire du fait religieux en France. Et ça, ces pages-là sont remarquables, me semble-t-il. En tout cas, elles m'ont beaucoup intéressé. Et puis, il y a un résultat, il y a une véritable thèse. Vous l'avez exposé, l'idée de normes de relevance, qui amène à faire du contrat, au fond, à donner au contrat une place très importante. J'aurais qu'une seule question, qui est peut-être une question un peu inquiète, c'est jusqu'à quel point le contrat peut-il donner une force obligatoire aux obligations religieuses? Est-ce que la laïcité impérative n'est pas amenée à prendre le relais d'une laïcité dispositive à travers l'article 6, par exemple, du Code civil? Je vous remercie de cette question qui, vous n'êtes probablement pas le seul à avoir ce genre d'inquiétude. À vrai dire, il y aurait l'article 6, il y aurait aussi tout l'ordre public du nouveau droit des contrats issu de la réforme de 2016. Effectivement, c'est une inquiétude qu'on peut avoir. Cela dit, pour l'instant, la laïcité dispositive, c'est ainsi que je l'ai appelé, qui est un terme un peu plus technique. La laïcité dispositive fonctionne essentiellement par l'oubli, en réalité, ou le pari, pour ainsi dire, que les parties contractantes oublieront de stipuler cette clause religieuse. Et effectivement, d'un pur point de vue numérique, statistique, c'est ce qui se passe. Les parties omettent de stipuler cette clause religieuse et donc de rendre obligatoire les prescriptions religieuses de leur choix dans la relation de droit considérée. Elles l'omettent parce qu'elles ignorent l'existence de cette clause religieuse, la possibilité qui leur est offerte d'utiliser une clause religieuse, sauf quand ce sont des parties averties, comme par exemple les entreprises de tendance. Donc le caractère obligatoire de la clause religieuse est relativement restreint et se limiterait en réalité au contentieux des entreprises de tendance. Une fois que la clause est valable, donc on se situe quand même dans un contentieux extrêmement restreint, lorsqu'elle est valable, j'ai essayé de montrer, notamment avec une jurisprudence du Conseil d'État, que j'ai trouvée bizarrement assez secrète, mais bon, j'ai eu quelques explications là-dessus, qu'en réalité, la force obligatoire des prescriptions religieuses, une fois qu'elle a été contractuellement stipulée, est extrêmement limitée. Elle doit se limiter à l'esprit du rapport de droit. Quant au renvoi, par exemple, le simple renvoi à un texte, un corpus extérieur qui serait possible en Allemagne n'est pas possible en France. Il faut donc dire quelle est la prescription religieuse exactement à laquelle on entend soumettre le rapport de droit considéré. Donc voilà pour la question de la pratique de la clause religieuse qui est, à mon avis, extrêmement restreinte. Quant à votre inquiétude sur le relais que prendrait la laïcité impérative, je crois que c'est une inquiétude qui est très fondée, d'autant plus qu'on a un certain nombre de propositions de loi qui, pour l'instant, sont quand même encore à l'état d'ébauche, qui tendraient à grossir, à augmenter le nombre de manifestations de laïcité impérative, c'est-à-dire à augmenter les cas dans lesquels les prescriptions religieuses seraient impérativement refoulées du rapport de droit considéré. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, ce ne sont que des ébauches. Et ces propositions de loi, malgré leur récurrence,
presque leur insistance, je dirais, de la part des députés qui proposent ce genre de loi, n'arrive jamais jusqu'au bout. Et quand j'ai vu la loi séparatisme, enfin le projet de loi séparatisme arriver le jour en fait où j'ai rendu mon manuscrit de thèse, j'étais un petit peu inquiète quand même. Et je me demandais si elle allait donner lieu à une révolution en droit du travail. Et en réalité, non. En réalité, on y trouve éventuellement quelques manifestations de laïcité impérative, mais elles sont extrêmement légères et extrêmement cantonnées à des points de droit auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Donc, le droit du travail, qui est je dirais, le secteur le plus inquiétant pour ces avancées de laïcité impérative, reste, il me semble, très préservé. Donc, je suis plutôt sereine. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Je voudrais également, en tant que membre du jury, à la fois remercier et féliciter Madame Ramacciotti pour son travail de thèse, et je voudrais pousser un cocorico lointain, puisque j'ai le malheur d'appartenir à un autre pays que la France, qui est en plus la Belgique. Et il se trouve que l'ordre juridique de Santi Romano, qui est en fait l'ouvrage sur lequel s'appuie Madame Ramacciotti, a été disponible en langue française très tardivement, donc dans les années 70 du siècle dernier, en 1975 exactement, et cela grâce à la traduction en français par deux professeurs de l'Université de Liège, en l'occurrence Pierre Gotteau, qui fut un grand internationaliste privatiste, et Lucien François, qui était philosophe du droit. Et donc nous devons, si vous voulez, l'accessibilité en langue française à l'ouvrage de Santi Romano à deux professeurs, en l'occurrence belges. C'est suffisamment rare pour être souligné. J'aurais voulu également, à propos de la laïcité impérative, peut-être, et sans refaire non plus une soutenance publique, revenir sur un autre concept de Santi Romano qui est au fond l'antinomie de la relevance, qui est l'étanchéité. Et l'idée, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, que au fond, Santi Romano voit très tôt, dans bien d'autres phénomènes que le phénomène étatique des ordres juridiques. Vous avez parlé de communauté religieuse, mais pour lui, une mafia, une bande de brigands, c'est un ordre juridique à partir du moment où il s'agit d'une institution suffisamment formatée et suffisamment organisée. Et donc, en vérité, dans les rapports entre ordres juridiques, l'idée, c'est qu'en principe, les autres ordres juridiques sont, pour l'ordre juridique considéré, de simples faits, sont tout à fait indifférents. Et par conséquent, c'est grâce à la relevance, en quelque sorte, que les productions normatives d'un ordre juridique deviennent pertinentes pour l'ordre juridique considéré. En l'occurrence, c'est la liberté contractuelle qui est le pont entre d'éventuelles prescriptions religieuses et l'ordre juridique français qui, en quelque sorte, accorde relevance. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ces manifestations de laïcité impérative, à l'inverse, c'est-à-dire ces moments où la laïcité veut s'imposer contre la libre volonté des partis, contre l'autonomie des partis, est-ce que ce n'est pas, à l'inverse, en quelque sorte, l'exercice par tout ordre juridique, et en l'occurrence par l'ordre juridique français, de son pouvoir d'étanchéité, qui est en réalité le moment où, souverainement, un ordre juridique décide que les prescriptions d'un autre ordre juridique lui sont absolument indifférentes. Est-ce qu'on peut dire finalement que, au fond, la laïcité que vous avez appelée supplétive, c'est de l'ordre de la norme de relevance dont vous avez parlé, et que la laïcité impérative est de l'ordre de ce que Santi Romano appelle l'étanchéité entre ordres juridiques? Merci beaucoup. Effectivement, oui. Tout le domaine de la laïcité impérative se caractérise par l'irrelevance, c'est-à-dire par l'étanchéité entre ces deux ordres juridiques. Toutefois, vous avez parlé d'indifférence. Je pense que ça va plus loin que l'indifférence, parce que si l'État était simplement indifférent aux normes religieuses, aux prescriptions religieuses en matière de laïcité impérative, il se contenterait de les ignorer. Or, ça va un peu plus loin que ça. Par exemple, l'infraction caractéristique du ministre du culte va au-delà de l'indifférence. C'est plutôt dire que tel comportement est une infraction. Donc, c'est quand même une lutte ouverte contre une norme.
Alors que dans d'autres États, le mariage religieux peut avoir lieu, il n'aura tout simplement aucune valeur. Ça serait un comportement d'indifférence, selon moi. Donc, la laïcité impérative a pour moi quelque chose de plus agressif qu'une simple indifférence. D'où ces conclusions que j'en ai tirées sur les rapports de force ressentis, en tout cas en France, et qui caractérisent cette laïcité, même en droit privé, entre l'État et les communautés religieuses. Je vous en prie. Merci. Sur ce sujet dont nous mesurons tous la sensibilité, y a-t-il parmi vous certains qui ne résisteraient pas ou qui ne peuvent pas résister à l'envie de poser une question à notre lauréate? Oui, une question, je vous en prie. Présentez-vous, s'il vous plaît. Benjamin Moron-Puech, professeur de droit à l'université Lyon 2. J'avais une question pour voir comment la thèse de Suzel Ramaciotti pouvait nous aider à régler des difficultés que nous rencontrons actuellement dans notre société, s'agissant des sportives qui portent le voile et qui sont à cheval entre des contrats de droit du travail, les licences professionnelles, des délégations de services publics faites aux fédérations sportives. Et donc, j'aurais aimé savoir comment tu te positionnais en application des idées que tu as pu mettre en avant sur ce cas de l'interdiction de porter du voile dans les compétitions sportives, que ce soit au football, au basket. Comment est-ce qu'on peut mobiliser ton travail pour résoudre ces cas qui sont pendants ou demeurant devant les juridictions? Merci pour ta réponse. Merci Benjamin, je savais que je pouvais compter sur toi pour me poser la question la plus difficile sans doute, à laquelle j'aurais à répondre. À vrai dire, pour l'instant, le droit français est tellement caractérisé par la dichotomie droit public, droit privé, que la première question qu'il faut se poser est de savoir dans quel domaine on se trouve. Si on est en droit public, tu le sais, la laïcité est stricte pour tous les agents du service public et donc le port du voile est tout à fait interdit. Si on se trouve en droit privé, eh bien, la question se résout assez simplement par la question de savoir si une clause religieuse sera ou non stipulée dans le contrat. Alors, je pense que cette réponse ne te convient pas. Mais si elle ne te convient pas, c'est en réalité, à mon avis, parce que cette dichotomie droit public, droit privé est en elle-même relativement insatisfaisante, parce qu'elle est trop tranchée entre deux sphères, alors qu'en réalité, on le sent bien, il y a plus que deux sphères. D'ailleurs, on parle de sphères beaucoup, de plus en plus. On parle de la sphère privée, de l'espace public. Ce sont des notions qui ne sont pas encore des vraies notions à contenu juridique et qui pourraient être appelées à le devenir, en particulier pour affiner, peut-être nuancer d'une manière qui te satisferait plus la question du port des signes religieux. Mais pour l'heure, malheureusement, la réponse est tranchée de façon peut-être un peu caricaturale. Merci pour cette réponse. Ai-je bien compris que votre thèse aurait pu s'intituler « La laïcité en droit » et non pas en droit privé? Nous allons changer de territoire. Je donne la parole tout de suite pour la présentation de ces travaux à Garance Navarro-Huge. Merci, Monsieur le Président. Alors, chers membres de l'Institut, mesdames et messieurs, chers magistrats, chers professeurs, tout d'abord, je remercie profondément l'Institut de m'avoir décerné ce prix spécial. C'est une très grande reconnaissance. J'ai été très touchée par ce prix. Et évidemment, dans ma thèse, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les personnes de Dalloz, le doyen Carbonnier, par son ouverture intellectuelle, par ses travaux, plane aussi. Alors, c'est avec une grande joie que je vais vous présenter rapidement mon travail doctoral. Ma thèse s'intitule « L'idée du droit social de Georges Gourevitch, la société comme source de droit ». Je présente rapidement qui est Georges Gourevitch et qu'est-ce que le droit social avant de vous présenter mon travail personnel.
Alors, Georges Gurevitch, il est né en 1894 en Russie, il est mort en 1965 en France. Il est d'abord un spécialiste de philosophie germanique, un théoricien du droit, très intéressé par l'histoire des idées juridiques. Et puis ensuite, il a été le détenteur de la chaire de sociologie de Strasbourg en 1935, puis de celle de la Sorbonne au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Pour les sociologues, il est resté dans les annales pour avoir fondé notamment le Centre d'études sociologiques, mais aussi les Cahiers internationaux de sociologie en 1946. Sa vie a été faite de grands itinéraires intellectuels et de grands itinéraires géographiques. Alors, il a fait des voyages dans la connaissance, mais aussi des voyages physiques. Il a enseigné aux États-Unis, en Amérique latine, au Japon. Et parmi ces voyages, il est important de souligner que certains ont pris la forme d'exil contraint, puisqu'il a dû fuir la Russie vers la France dans les années 20, puis fuir la France vers les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est des éléments qui ont beaucoup influencé sa pensée. Et puis, sa vie est aussi caractérisée par une dévotion pour la recherche en philosophie, en sociologie, toujours en gardant l'objet droit comme objet transversal dans les deux parties de sa carrière. Et d'ailleurs, la philosophie, la sociologie, la science juridique forment un tripode caractéristique de sa pensée interdisciplinaire. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas un euphémisme de dire qu'il est un auteur oublié, que sa pensée a subi les outrages du temps, tant dans le domaine de la sociologie, où il a été critique des méthodes mathématiques de l'enquête, que dans le domaine juridique, où n'étant pas professeur de droit, son propos n'a pas atteint les interlocuteurs qu'il visait. En effet, une partie très importante de son œuvre vise à conceptualiser le droit social, et il a été pour cela fortement inspiré par la pensée de Maurice Horiou. Il a cherché à ouvrir un dialogue intellectuel avec les juristes, avec les facultés de droit françaises de son temps, mais il n'y est que peu parvenu. Le droit social, ce n'est pas le droit du travail, c'est une conception sociologique du droit. Dans la pensée de Gurevitch, il y a une distinction fondamentale qui est pour lui plus importante que la distinction droit public, droit privé, c'est la distinction entre droit de l'État et droit de la société. Alors, le droit social, c'est un droit qui naît spontanément dans la société, de manière plus ou moins indépendante du droit de l'État, et qui a pour spécificité de permettre une autonomie collective, dans le sens où toutes les personnes qui vont être soumises à ce droit, dans le cadre d'un groupe social particulier, vont participer à sa création. Alors, dès ces premières considérations, ma thèse a été traversée par de nombreuses questions, et celle sur laquelle je me suis fixée, c'est sur la dimension constituante du droit social. Parce qu'il s'agit de se demander comment permettre à la société, à ces groupements, d'être source de droit, comment organiser un système de normes négociées entre les divers intérêts des groupes, et en d'autres termes, comment réguler un pluralisme juridique actuel qui favoriserait l'autonomie collective dans le sens, comme je viens de le dire, d'une participation des sujets, tant individuels que collectifs, à la création du droit. Pour ce faire, la première partie de ma thèse, c'est d'abord pour objectif d'opérer une médiation entre les thèses de Georges Gurevitch et la communauté contemporaine des juristes. Il s'agit d'expliquer le concept, il s'agit de le remettre dans un contexte intellectuel et culturel, mais il s'agit aussi de montrer les écueils, les limites. Et ainsi amendé, ainsi critiqué, ainsi revu, l'objectif de la deuxième partie de ma thèse, c'est de montrer que ces conceptions peuvent être opératoires pour une réflexion contemporaine et une réflexion qui intéresserait les juristes. Alors, tout d'abord, je présente rapidement ce qu'est le droit social, les apports de Gurevitch, mais aussi ses limites. Alors, le concept de droit social, il se situe dans des œuvres qui sont principalement entre 1930 et 1945. Alors, les ouvrages
principaux, c'est le temps présent et l'idée du droit social, mais aussi la déclaration des droits sociaux. C'est un texte dans lequel il essaie de rédiger une réelle déclaration des droits en s'inspirant de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et là, on voit qu'il veut vraiment parler aux juristes de son temps, particulièrement aux constituants de 1946. Et dans cette œuvre qui parle du droit social, il propose des concepts, un système d'outils juridiques qui permettent d'observer la réalité juridique qui repose sur des rapports de sociabilité, dans le sens où des individus concourent aux mêmes intérêts et s'organisent solidairement. Et pour comprendre ce phénomène, il y a certes le concept de droit social, mais il y a d'autres concepts qui vont avec, et notamment celui de transpersonnalisme, qui est une synthèse entre l'universalisme et l'individualisme et qui permet de concevoir concomitamment le groupe et l'individu comme sujet de droit. Il y a aussi le concept de fait normatif d'union, qu'il estime être le niveau immédiat et profond de l'expérience juridique, qui est fondé sur des rapports de solidarité et qu'il voit comme la source primaire du droit social. Et enfin, le droit social, comme je l'ai présenté, mais qui se matérialise en divers types de droit social, diverses espèces, qui varient en fonction de leur lien avec l'ordre juridique étatique. Ça peut être un lien d'indépendance, mais la plupart du temps, des liens de dépendance et d'internormativité, de dialogue. Alors, en analysant sa réception, tant par les sociologues de son temps que par les juristes, on peut observer des limites et des lacunes. Il y a en effet des écueils importants dans la pensée de Gurvitch. D'abord, on remarque une certaine idéalisation des rapports sociaux qui implique une lecture parfois très incomplète du droit de l'État. Et ce qui m'a paru être le plus manquant dans son travail, c'est l'absence d'une réelle analyse des moyens de régulation entre le droit social et le droit de l'État en cas de conflit. Et en cela, je montre dans ma thèse que le juge est une institution intéressante parce qu'elle permet une médiation harmonieuse entre les diverses sources de droit et que c'est un élément qui complète, c'est une étude qui complète sa pensée. Et c'est en cela que je pense que le concept de droit social peut être utilisé dans une perspective contemporaine pour des réflexions contemporaines. Le droit social permet, à mon sens, de comprendre le fonctionnement de certaines associations, de certaines coopératives dans le domaine du droit du travail. Et pour certains exemples que j'ai ciblés, on peut même voir qu'il s'agit de formes réalisées de droit social, en tout cas dans certaines de ces espèces. Mais ce concept-là ouvre aussi d'autres pistes de réflexion, notamment concernant les revendications juridiques des minorités. Il faut bien sûr donner beaucoup plus de précision parce que le terme est large et qu'il faut le définir et le catégoriser. Mais dans ce champ-là de la recherche, le droit social peut apparaître comme une revendication, un droit social revendiqué. Alors, mon étude utilise certaines conceptions de Gurvitch, notamment le fait normatif, le droit social, comme je l'ai dit, et à partir de cela, on peut observer des rapports d'internormativité et des manières harmonieuses de faire cohabiter un droit social et un droit de l'État. Et là aussi, je vois des points communs avec la thèse de Suzel, puisque la pensée de Santi Romano permet de comprendre et d'éclairer celle de Gurvitch. Mais de manière transversale, dans toute ma thèse, et aussi dans les travaux de Gurvitch, ce sont au final les mécanismes démocratiques qui sont questionnés à différents niveaux pour permettre une conception ascendante du droit, depuis le droit de la société jusqu'au droit de l'État. La question des procédés démocratiques est essentielle et le droit social est un moyen de renouveau démocratique parce qu'un grand nombre d'individus est amené à participer à la détermination collective des normes et même si cela se fait à plus petite échelle. Aussi, en déterminant des groupes infra-étatiques qui sont organisés pour décider en commun, autour d'un projet commun et de valeurs communes, il me semble bien que Gurvitch s'inscrit dans la pensée contemporaine de ce qu'on appelle justement les communs. Alors, ce ne sont pas les biens communs, mais plutôt les communs, comme le définit Elinor Ostrom, par exemple, en tant qu'institution et en tant que définition d'institution, définition des modes de prise de décision qui sont adaptés à l'affectation d'un bien à l'usage commun. Et dans cette
perspective contemporaine, je crois bien que la pensée de Gurvitch peut être comprise, à mon sens, comme un outil juridique pour mettre en commun. Parce qu'il a pensé les avantages et les inconvénients, et je crois surtout parce qu'il a souligné l'importance de l'individualité, du respect des droits des individus au sein du collectif. Alors, pour conclure, Gurvitch propose une pratique de la science juridique qui n'est pas conventionnelle, qui implique des revirements, des mouvements, des remises en question, parce que la société est elle-même mouvante, pétrie de revendications, de droits nouveaux, et le juriste gagnerait à savoir lire, à s'inspirer de cette force critique, et la pensée de Gurvitch peut l'aider. En définitive, le droit social, selon Gurvitch, c'est un appel à la science du droit, à s'ouvrir à la réalité du droit vécu, aussi imparfait soit-il, en donnant des outils pour son adaptation. La réflexion menée est ouverte, elle est à poursuivre. Il me semble d'ailleurs que les conceptions de Gurvitch trouveraient à s'appliquer face aux questions de droit qui impliquent le problème du réchauffement climatique. Je n'ai pas traité cette question-là dans ma thèse, c'est l'ouverture. Et j'aimerais avoir contribué par ce travail théorique j'aimerais contribuer, participer à la compréhension de cet auteur et donner des outils pour réfléchir à cette question qui est brûlante. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Je vous remercie beaucoup pour l'obtention de ce prix et je serai heureuse de répondre à vos questions. Merci infiniment. Monsieur le professeur Thirion. Oui, c'est vrai que dans le catalogue des 2 thèses qui ont été primées, en quelque sorte, il y a ce point commun qui est finalement l'ouverture à d'autres institutions, d'autres ordres juridiques. Quand vous parlez de l'intérêt de Gurvitch pour Oriou, eh bien, Romano aussi, évidemment, quand il développe sa propre théorie de l'institution dans l'ordre juridique, rend une sorte d'hommage à Oriou, et donc finalement, il y a une sorte de, de figure tutélaire dans les 2 thèses, ou de figure tutélaire possible, qui est Oriou. La question que j'aurais voulu vous poser, ou en tout cas qui frappe un juriste de formation continentale, c'est précisément ce lien que vous faites entre la vie de l'auteur et sa pensée. Et je me souviens très bien qu'il y a quelques années, quand on a publié en Angleterre une biographie du philosophe du droit Herbert Hart, une discussion s'était ensuivie parce que justement cette biographie avait vocation non seulement à rendre compte de la pensée de Hart, mais aussi de sa vie et des écueils de sa vie qui étaient en mesure peut-être d'expliquer en quelque sorte certains pans, certains aspects de son œuvre. Alors vous me voyez venir avec évidemment la thématique un peu rebattue de l'homme et de l'artiste. Faut-il séparer l'homme de l'artiste, ou au contraire, est-ce que l'artiste ne se comprend que par l'homme, et ainsi de suite? Peut-on dire la même chose du juriste, dans une culture où, au fond, une culture juridique, une culture intellectuelle, où précisément l'œuvre est censée à un moment donné se détacher de la personne de son auteur, un peu comme si l'œuvre pouvait circuler, pouvait exister un peu en suspension. Et donc, ma question, un peu curieuse, mais qui effectivement est liée à la réussite de votre entreprise, c'est qu'est-ce qui, dans un environnement qui manifestement n'était pas particulièrement favorable à ce type de lien, qu'est-ce qui vous a poussé ou qu'est-ce qui vous a amené à dire « tant pis, pour pouvoir exposer cette pensée de Gurvitch, je dois aussi réellement parler de sa vie et faire un pont ou un lien entre certaines étapes de sa vie et sa pensée ». Et est-ce que de cette façon-là, vous n'avez pas eu un peu l'impression, comment dirais-je, d'être un peu à rebours de ce qui se fait habituellement lorsqu'on parle de l'œuvre d'un auteur? Et merci en tout cas aussi, à vous aussi évidemment, pour le plaisir que j'ai pris évidemment à la lecture de votre thèse. Merci beaucoup. Alors, Gurvitch lui-même a esquissé, alors on peut douter parfois de son honnêteté, et j'ai vu qu'il a laissé des zones d'ombre dans sa propre autobiographie, a esquissé lui-même l'idée d'un positionnement méthodologique qui implique le chercheur,
Il appelle cela notamment l'hyper-empirisme dialectique, des termes assez compliqués pour dire que la connaissance est sociale et il a aussi écrit la sociologie de la connaissance, et il estime lui-même que le chercheur influence ses écrits, et il a essayé de montrer au moins à quels groupes sociaux lui-même faisait partie pour justifier certaines de ses conceptions. Moi-même, je me suis positionnée avec difficulté face à cette présentation-là de Gurvitch lui-même. J'ai vu d'ailleurs qu'il n'avait pas tout à fait respecté ce qu'il disait, puisqu'il a dissimulé certains éléments. En tout cas, on peut quand même constater que sa vie a beaucoup influencé ses travaux théoriques. Il a participé lui-même à des communautés, des groupes, des groupements sociaux, à la fabrication du droit, à des entreprises de démocratie directe, et ceci dans plusieurs pays, dans ses voyages, etc. Moi-même, je n'ai pas pris exactement le même positionnement que Gurvitch. J'ai quand même souligné cette dimension-là. Il me paraissait intéressant de le faire. Et je ne sais pas si c'est tant que ça à contre-courant, puisque j'ai eu l'opportunité pendant ma recherche doctorale de faire un voyage d'études dans l'université de Montréal, au centre de recherche en droit public, et c'était des questions qui étaient beaucoup plus acceptées. En fait, présenter sa propre démarche, montrer son positionnement personnel d'une certaine manière. Évidemment, il ne s'agit pas non plus de raconter toute sa vie, mais fait partie d'une méthode de recherche qui était assez encouragée, et qui, pour le coup, m'a aussi influencée, même si je n'ai pas suivi exactement ce que j'ai appris là-bas. Mais il ne me paraissait pas que c'était à contre-courant, pour le coup. Donc j'ai essayé de faire une forme intermédiaire où je n'ai pas mis ça en avant, mais j'ai quand même cité certains éléments qui expliquent mon rapport à la thèse, d'un point de vue qui reste institutionnel et universitaire. Mais il me semblait que c'était là la mesure. En faisant une certaine balance entre ce que j'ai pu apprendre dans l'université outre-Atlantique et l'université française. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, merci, monsieur le Président. Merci, Madame, d'avoir sorti de l'ombre ce penseur oublié, c'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas méconnu. Votre thèse, comme vous l'avez bien précisé, n'est pas une réhabilitation de sa pensée, d'abord une présentation de sa pensée, et puis ce qui m'a semblé remarquable, c'était peut-être la deuxième partie, c'est la tentative que vous avez faite de mesurer l'opérabilité aujourd'hui de sa pensée. Dans quelle mesure est-ce une pensée actuelle? Et il me semble qu'elle l'est énormément. Et j'ai deux questions, une question très générale. Est-ce qu'on peut dire que Gurvitch est un des penseurs de la démocratie sociale dont on parle tant aujourd'hui? Question très générale, bien sûr, mais je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui, dans son œuvre, pourraient aller dans un sens ou dans l'autre. La seconde question, c'est que j'ai beaucoup pensé à vous hier. Parce que hier a été signé un accord entre les livreurs à vélo et les plateformes, Uber et autres. Or, c'est un exemple que vous avez beaucoup développé dans votre thèse. Ce sont toutes les revendications de ces livreurs organisés sous forme d'associations ou de coopératives et cherchant à faire reconnaître, au fond, leur statut de salarié. Est-ce que l'accord qui a été signé hier, c'est le triomphe du droit social, selon Gurvitch? Merci. Merci beaucoup. Je vais commencer par la deuxième partie. Je ne pense pas. Non. Je ne pense pas. D'abord, juste une distinction importante. Les exemples que j'ai pris, ce sont des exemples de coopératives et d'associations de livreurs à vélo qui, justement, sont en opposition au travail de plateforme et qui se sont autonomisés plus ou moins et qui ont créé leur propre structure de travail et qui sont alternatives aux start-up de l'économie de plateforme, l'économie collaborative, et qui sont souvent d'ailleurs des anciens travailleurs de ces plateformes-là qui ont voulu trouver une autre manière de créer un travail plus démocratique, puisqu'il y a une prise de décision collective, et c'est ça qui est assez important et intéressant dans ce genre de groupe, mais aussi avec des conditions de travail moins précaires.
Et je n'ai pas lu l'accord en détail, mais j'ai quand même eu le temps de voir quelques éléments là-dessus. Et je crois qu'il y a un problème de représentativité. Il y a eu en fait peu de syndicats qui se sont réellement associés à cet accord, avec un taux de participation très très faible. Je ne pense pas que Gourevitch y aurait vu une manifestation de droit social et de démocratie sociale en l'occurrence, puisque oui, il y a beaucoup d'absents et de personnes concernées qui n'ont pas participé à la création de ce droit-là, alors que justement lui, il montre le contraire. Et concernant la démocratie sociale, il a voulu œuvrer à ce concept, à l'histoire des idées sur ce concept-là. Il s'est appuyé sur d'autres auteurs, hein, évidemment, il ne parle pas qu'en son nom. Et je pense qu'il a contribué d'une certaine manière à une certaine forme de démocratie sociale, une certaine vision qui reste quand même assez originale, c'est pas le seul à penser comme ça, mais qui a une certaine originalité puisqu'elle est basée sur la démultiplication des corps intermédiaires entre la société en tant que masse, comme on peut l'avoir dans sa pensée sociologique, et la société en tant qu'organisation juridique avec une multitude de groupes qui participent à la démocratie à échelle nationale. Je pense que c'est sa contribution sur cette question. J'espère avoir répondu. Merci. Merci à vous. Une dernière question, peut-être pour mettre les lauréates à égalité de ce point de vue. Oui, monsieur le professeur Jameau. Merci, monsieur Jameau. J'ai manqué à tous mes devoirs en ne donnant pas immédiatement la parole à l'ouverture de cette cérémonie à l'IURDJ qui co-organise cette remise de prix. Mais après tout, j'ai peut-être bien fait parce que nous allons maintenant entrer dans la partie protocolaire de cette remise de prix. Et je m'empresse, en le priant de m'excuser, de donner la parole à Harold Épineuse. Je vous en prie, Monsieur le Président. Merci beaucoup et quelques mots rapides à ce stade de la cérémonie, si vous le voulez bien, cérémonie de remise de prix. Des remerciements, des mots de remerciement d'abord à votre attention, non seulement pour nous permettre de faire cette cérémonie dans ce cadre solennel, mais à votre attention et à celle de l'ensemble des membres du jury, dont vous deux, messieurs, qui êtes présents ici, pour le travail que vous avez accompli pendant ces 3 années, votre devoir accompli 3 années durant pour distinguer des travaux de qualité, comme nous avons pu encore en juger aujourd'hui par les interventions des lauréates. Quelques chiffres, si vous le permettez, qui permettent de mesurer le succès de ce prix Jean Carbonnier et le travail qui a été le vôtre, puisqu'en 2022, ce sont quelques 53 dossiers qui ont été examinés par le jury, donc 53
travaux de thèse, en provenance de 27 établissements universitaires différents, une certaine diversité, 30% en Île-de-France, 50% dans les autres régions de France et 15% à l'étranger, puisque, comme vous l'avez précisé, c'est un prix qui décerne une recherche en langue française, certes, mais qui peut venir de n'importe quelle région du monde. Alors, au moment de céder votre place à un nouveau jury, autrement composé, et d'entrer dans l'histoire du prix Jean Carbonnier, vous avez, comme nous le savons, donc tenu à récompenser cette année 2 travaux de recherche en ajoutant au prix lui-même une mention spéciale, et c'est dire si les candidatures étaient riches d'abord, mais également si vos débats ont dû être intenses jusqu'au dernier jour des délibérations. C'est un pari réussi donc que la création de ce prix Jean Carbonnier, puisque nous nous retrouvons ici en 2023 à célébrer ces 18e lauréates, des lauréats pour la 18e fois, et à céder la place, donc, dans quelques semaines, à un nouveau jury, le 7e, pour ce prix Jean Carbonnier, qui sera présidé pour les 3 prochaines années par Madame la professeure Diane Roman, que nous remercions bien sûr d'avoir accepté cette charge à son tour. Alors, je vais céder la parole à Madame Hoche pour quelques mots de la part de notre partenaire également, les éditions Dalloz, que je remercie du soutien supplémentaire en dotation et en visibilité qu'il apporte à notre prix et bien sûr à nos lauréates, à qui j'adresse bien sûr au nom de l'IERDJ nos sincères félicitations. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Mesdames les lauréates, merci beaucoup. Je tiens à féliciter évidemment les lauréates pour le prix qui leur est remis aujourd'hui et à simplement et rapidement maintenant dire quelques mots pour dire que nous accompagnons donc l'IERDJ depuis 2017 dans la remise du prix Carbonnier et que nous y sommes attachés, que cet accompagnement a du sens pour plusieurs raisons. La première, c'est que les éditions Dalloz sont particulièrement, accordent une importance particulière à la recherche, à travers également, comme pour l'IERDJ, avec le prix Carbonnier, à travers la publication d'une quinzaine de thèses annuelles, à travers la nouvelle bibliothèque de thèse, la bibliothèque parlementaire et constitutionnelle, donc, qui est le prix du Sénat, que nous remettons, que nous accompagnons également, et l'Oscar du droit des sociétés. Donc, c'est important pour nous d'accompagner la doctrine, particulièrement au sein de nos publications. La deuxième raison, c'est que nous accordons également une place très importante à la pluridisciplinarité. Et en ça, nous rejoignons aussi les objectifs du prix Carbonnier et la pensée du doyen Carbonnier. À travers plusieurs collections, de longue date, nous publions depuis longtemps les archives de philosophie du droit au sein des éditions Dalloz. Nous avons une collection qui a été d'ailleurs dirigée par le doyen Carbonnier qui s'appelle Méthode du droit et au sein de laquelle nous publions de la sociologie du droit, de l'ethnologie juridique, nous accordons une importance à l'histoire du droit. Donc de nombreuses publications où la pluridisciplinarité se distingue. Voilà. Et puis enfin, et là c'est plutôt conjoncturel je dirais, il se trouve que nous avons publié l'année dernière la thèse de Madame Ramaciotti, donc au sein de la collection Nouvelle Bibliothèque de thèse, et qu'à ce titre et au titre aussi des publications que nous avons effectuées de la pensée de Georges Gurvitch dans la collection Bibliothèque Dalloz, eh bien, il me semble tout naturel d'être présente pour remettre le prix aux 2 lauréates ce jour. Je vous remercie. Bien, nous allons remettre les prix. On va peut-être se mettre ici en bas.